5 sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 15h55 sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Nous allons enfin lever le mystère autour de ce titre. Mon père, mon mari, un livre de Madeleine Libouga. Dès la publication de l'annonce de l'émission de cet après-midi, beaucoup ont appelé pour chercher à comprendre que se cache-t-il derrière ce titre, Mon père, mon mari. Et l'auteur, heureusement, est avec nous cet après-midi et va nous donner des éléments de compréhension de son livre. Un livre qui parle d'elle, un livre qui parle de son histoire, mais un livre qui pose sur la table un certain nombre de problématiques. Le féminicide, la dépendance affective, la place du père, le père, la recherche de l'amour, absolument, et peut-être d'autres thématiques qui seront levées. Elle nous présente des parcours de femmes. D'abord, elle, qui aura rencontré le grand amour, puis des amours d'opportunité, et plus tard, elle va devoir renoncer à tout pour se consacrer à un seul Père qui est toujours présent, c'est le Père Céleste. Je m'en vais accueillir Madeleine Libouga qui est avec nous en studio. Bon après-midi et bienvenue au Point littéraire. Bonjour Jean-Jacques. En fait, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et effectivement, le livre Mon père, mon mari, c'est un ouvrage qui parle non seulement du récit de ma vie, mais ça pose aussi des problématiques comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Et surtout, je propose des solutions parce que des fois, on peut rencontrer des problèmes dans la vie, avoir des solutions scientifiques, Oui. mais de voir une personne qui est passée par là, donc une preuve vivante que les solutions fonctionnent, c'est vraiment un plaisir pour moi à chaque fois que je dois parler de cette histoire ou que je dois répondre aux questions pour éclairer des gens par rapport aux problématiques qui sont abordées dans le livre. Peut-être qu'il faut donner d'abord votre parcours. Vous êtes membre actif d'Impact Centre Chrétien en Amérique du Nord depuis le début de l'œuvre en 2013. Déjà, présentez-nous un peu. Impact Centre Chrétien en Amérique du Nord. Il s'agit d'une association forcément. Et effectivement, Impact Centre Chrétien, c'est une église. En fait, Impact Centre Chrétien, c'est un centre de formation, de refuge, un centre de puissance, un centre de transformation. Bref, il y a plusieurs casquettes que ce ministère porte dans le but d'amener des gens à la transformation. Donc, on prend quelqu'un à un point A, on l'amène à un point B. Oui. Une transformation spirituelle de l'être? Transformation à tous les niveaux. Oui. Spirituelle d'abord, parce que avant de changer un être humain, il faut changer son système de pensée. Oui. Sans avoir changé le système de pensée, on ne peut pas changer un être humain. Donc, évidemment, ça passe par le spirituel. Alors, vous vivez au Canada depuis plusieurs années. Vous êtes parti en 1993. Oui. Alors, vous êtes une Camerounaise qui vit au Canada. Lorsqu'on revient au pays, comment est-ce qu'on se sent? On se sent bien. Quelqu'un a dit, on revient toujours là où on a été aimé. Et chaque fois que je viens au Cameroun, c'est mes racines, en fait. Je me sens bien ici, malgré le fait que ça fait quand même plusieurs années. Est-ce qu'on ne perd pas un peu ses repères lorsqu'on est parti trop longtemps? Tout à fait, tout à fait. La première fois que je suis revenue après 7 ans... j'étais un peu perdue, mais là, je commence à m'adapter. C'est le pays, hein. Alors, vous voir sourire aujourd'hui était un plaisir. Ça veut dire que, quelque part, vous avez su traverser avec courage l'ensemble des événements, même les plus tragiques, qui sont arrivés dans votre vie. Alors, comment est-ce qu'on prend le courage pour renaître d'une certaine façon lorsqu'on a traversé des étapes difficiles et même atroces dans la vie?
Les événements difficiles, il y en aura toujours. Maintenant, c'est comment on les aborde qui va faire la différence entre deux personnes. Personnellement, ça a été très difficile lorsque j'étais dans l'épreuve. Mais à un moment donné, j'ai dû me retourner vers Dieu et franchement, c'est le côté spirituel qui m'a permis déjà de comprendre qui suis-je. Oui. Parce que le message que j'apporte partout, c'est qu'on est avant de faire. Donc, quand on réalise qui on est, à la lumière de la parole de Dieu, ça nous permet d'aborder les problèmes avec une autre perspective. Oui. Donc, moi, personnellement, c'est vraiment la perspective divine qui m'a permis de vaincre toutes ces difficultés et aujourd'hui de continuer à manifester la joie. Je rappelle que vous êtes fille de pasteur, oui. Mais vous venez au monde lorsque votre papa n'est plus. C'est assez difficile pour vous, vous êtes le 6e enfant, la première fille attendue de votre mère. Oui. Et donc, lorsque vous arrivez, vous êtes très bien accueillis, sauf que le départ de votre père oblige votre mère à travailler 2 fois plus dur. Et donc, elle ne peut pas vous garder les premiers mois, sinon les 2 premières années. Il faut bien que votre grand-mère veille sur vous. Et donc, vous avez grandi un peu à l'écart. Et là, vous posez la problématique de la séparation d'avec les enfants. Oui. C'est extrêmement difficile de se séparer avec un enfant. Vous avez été traumatisé et vous imaginez donc forcément qu'à cet âge, séparer un enfant de son parent, ce n'est pas une chose évidente. Ce n'est pas une chose évidente parce que l'enfant a besoin d'être rassuré. À cet âge où moi j'ai été séparée à 29 mois, ça n'avait pas été préparé. Bien sûr, dans le meilleur des mondes, l'enfant devrait vivre avec ses 2 parents. Mais quand on est obligé de faire la séparation, il est important de penser à rassurer l'enfant. Et d'ailleurs, dans le livre, je propose des solutions. Par exemple, faire en sorte que l'enfant s'habitue avec son nouvel environnement. Et lorsque l'enfant est maintenant séparé, il faudrait que l'enfant sache que le parent va revenir. Oui. Donc, il ne faut pas fuir. Il faut vraiment prendre le temps de préparer la transition. C'est ça qui va éviter ce traumatisme que moi, j'ai vécu. Et pourtant, c'est une stratégie bien pratiquée ici en Afrique. Que lorsqu'on veut partir, on vient laisser l'enfant, on essaye de les distraire et puis on tourne le dos rapidement. Le temps qu'ils s'aperçoivent qu'on n'est plus là, c'est un peu trop tard. Ça, c'est ce qu'on fait parce que, on reproduit ce qu'on a vu faire, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Les enfants ont besoin, même s'ils sont jeunes, ils comprennent des choses. Ils ont besoin qu'on leur explique les choses, qu'on les prépare. Les transitions pour un enfant, c'est très, très, très important. C'est bientôt la fête des mères et je pense que le livre rend aussi un hommage mérité à toutes ces femmes seules qui sont obligées d'élever leurs enfants dans la solitude. Il faut jouer à la fois le rôle du père et de la mère. Je crois que c'est un hommage quand même mérité, déjà à l'endroit de votre mère qui a dû faire des pieds et des mains pour pouvoir vous encadrer, vous et vos frères à cette époque-là. Absolument. Ma mère, elle a vraiment fait preuve de responsabilité, d'un esprit de sacrifice. Elle s'est concentrée sur ses enfants et elle a payé le prix. Ça, j'en parle aussi dans le livre. Et moi, je tiens à lever le chapeau à toutes ces femmes seules qui élèvent les enfants. Et je voudrais vraiment les encourager parce que élever son enfant tout seul, ce n'est pas une tare. On est face à la situation, on n'y peut rien. Oui. Mais il faut comprendre que ces enfants n'ont pas demandé à venir au monde, ils n'ont pas demandé à se retrouver dans ces conditions. C'est pour ça que c'est important de faire passer leurs besoins avant les besoins des adultes. Oui. Oui. C'est ça. Et puis on se rend bien compte que pour son cas, elle est obligée de faire plusieurs activités à la fois. Elle est toute seule, elle ne va pas décider de se remarier comme beaucoup l'auraient peut-être fait. Donc elle choisit de vivre seule et d'apporter de l'amour. Donc véritablement hommage à ces femmes-là. Alors à côté de cette réalité-là, il y a la place du père. La place du père qui semble être intouchable. La place du père, parce que le père, c'est le repère. Oui. En fait, c'est le père qui donne le ton. Et depuis le début, d'ailleurs,
le rôle que le père doit jouer dans la vie de son enfant est tellement crucial. Et on trouve aujourd'hui, où on a souvent trouvé des pères qui sont peut-être présents physiquement, mais qui sont absents. Il y en a qui sont défaillants. Il y en a qui sont absents parce que, comme le mien, il était déjà décédé. Oui. Mais ce rôle est crucial parce que c'est le père qui doit investir dans le réservoir émotionnel de l'enfant. C'est le père qui doit rassurer l'enfant, qui doit dire à l'enfant, tu es brave, tu es fort, je t'aime, pour que cet enfant-là ne passe pas toute sa vie à courir après ces paroles qu'il n'a jamais entendues. C'est ça. Donc, le rôle du père est vraiment important. Et le petit garçon, il veut s'identifier à son père. La petite fille, elle, déjà, le père représente la couverture. Oui. Donc, le père est plus fort, le père a toujours des solutions. Voilà. Il est, à la moindre occasion, il est présent. Alors, finalement, le père, il vous a manqué. Oui. Vous n'avez malheureusement pas eu la chance de le rencontrer. Il était parti et vous avez pratiquement toute votre vie. Et ça, quand je dis vous, je parle vraiment de toutes les personnes qui n'ont pas connu leur père. Vous êtes à la quête permanente de l'amour paternel, d'un visage paternel. Et quelque part même dans votre livre, là nous allons dans la page 126, vous demandez est-ce qu'il est possible de vivre sans père? Et vous-même vous répondez, vous avez répondu, je vais dire, vous avez dit ceci. Voilà, j'ai retrouvé la page. Les enfants sans père ou avec des pères défaillants sont-ils condamnés à jamais? C'est une question que vous posez. Et vous répondez effectivement, il est possible de souffrir toute sa vie et de ne jamais s'en sortir si la bonne solution n'est pas trouvée. C'est une affirmation. Et là, vous donnez des statistiques à l'appui et ça fait peur hein, quand même quand on lit. Il dit que 4 fois, les enfants qui n'ont pas de père ont 4 fois plus de risques de pauvreté, plus susceptibles d'avoir des problèmes de comportement, risquent 2 fois plus élevé de mortalité infantile, sont plus susceptibles d'aller en prison, plus susceptibles de commettre un crime, 7 fois plus susceptibles de tomber enceinte à l'adolescence. On comprend que le parent, le père surtout, joue un rôle majeur. Effectivement, les statistiques sont vraiment alarmantes et c'est aussi une sonnette d'alarme ici pour dire à ces pères qu'ils ont un rôle à jouer. Parce que l'enfant qui recherche son père, parfois on le verbalise pas, hein, parce que dans notre société, des sujets comme ça sont tabous chez nous. Moi, ce que je recherchais mon père, mais je ne l'avais jamais verbalisé. Oui. Quand mes frères ont lu mon livre, il y en a qui ont vraiment pleuré parce qu'ils n'ont pas compris que je souffrais autant. Parce qu'on ne parle pas de ces choses-là. Ça reste tabou. Hein? Oui, ça reste tabou. Souvent. Tout à fait. Exprimer ses émotions, non, ça reste tabou. Et quelque part, je parlais aussi d'un adulte qui a failli m'agresser alors que j'avais l'âge de 12 ans. Mais ça, je n'en ai jamais parlé avant le livre. Ouvertement. C'est-à-dire qu'en famille... Ce tonton qui, sur le chemin de la source, régulièrement vous faisait des cadeaux, des petits sourires que vous pensiez désintéressés. C'est ça. Ouais. Et subitement, je me fais agresser par ce monsieur, ce tonton. Heureusement que, bon, j'avais tellement crié qu'il m'avait laissé partir. Mais le problème que je veux soulever ici, c'est que moi, je n'en avais pas parlé à ma mère parce que je pensais que je serais punie puisque j'avais accepté les cadeaux du monsieur. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une plateforme où les enfants peuvent s'exprimer sans craindre des représailles. Donc, parce que les enfants, moi je me dis, ce tonton-là, combien d'enfants il a agressé? Certainement beaucoup. C'est ça. Et comme il y a l'omerta généralement dans ce type de situation, personne n'en parle. La recherche ou la quête permanente d'un père ou d'un visage paternel peut entraîner une forme de dépendance affective. C'est-à-dire que chaque fois, on recherche l'approbation en quelque sorte d'un homme. Vous avez rencontré cette difficulté. À côté de la belle histoire avec Boubi, vous rencontrez un homme, Cédric. C'est comme ça que vous le désignez dans le livre. 7 ans de relation. 7 ans de mariage, j'allais dire. Après 6 mois de rencontre, 6 mois après la rencontre, mais cette relation a été infernale. Vous ne quittez pas de là parce que en lui, vous voulez voir le visage du père. En quelque sorte. La dépendance affective était un problème sérieux. Et là-dedans, vous
vous avez cité pêle-mêle quelques exemples. C'est vrai que récemment, le mari de la chanteuse qui a été assassinée a écopé de la peine de mort. Mais il y a plusieurs femmes qui se taisent, qui gardent leur silence, victimes de dépendance affective. Alors, pourquoi vous en parlez de la sorte et avec ces mots-là? J'en parle parce que quand j'étais dans le feu de l'action, je vivais la honte. Je n'avais pas le courage d'en parler. J'essayais de couvrir donc cet homme-là qui me frappait. Et j'en parle ici parce qu'une femme qui est dépendante affective, lorsqu'elle vit dans un foyer où il y a la violence conjugale, en fait, cette femme est dans une bulle, elle est dans une prison mentale où elle pense que sa vie se résume à cette personne-là. Donc, elle a peur de l'inconnu, elle a peur du divorce, elle a peur du qu'en dira-t-on. Des fois, on se dit, il y a aussi une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. On a dit, il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. C'est vrai que je n'encourage pas le divorce, pas du tout, pas du tout. Mais je ne pense pas qu'on peut exposer sa vie à ce prix-là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs féminicides. Et puis, les femmes, souvent, elles vont rester dans ces mariages aussi pour protéger les enfants. Oui. Mais, je reste là pour les enfants. Oui, pour les enfants. Mais un enfant qui vit dans ce genre d'environnement, il est détruit parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le système de pensée est plus important que le reste. C'est ça qui va conduire le reste, les comportements, les décisions, ce que l'enfant va devenir. Un enfant qui voit sa mère être frappée tout le temps, on est en train de le traumatiser. Donc la mère pense protéger l'enfant, mais la mère est en train d'exposer l'enfant. Et puis les hommes aussi qui sont des batteurs, il y en a qui sont malades. Donc une femme qui protège un homme qui le frappe, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être qu'il va finir par la prison, ou alors c'est la femme qui va mourir, ou c'est des enfants, il y a des infanticides aussi. Donc, ce n'est pas la solution de couvrir. Il faut briser le silence. Si vous n'encouragez pas de divorcer, vous encouragez à regarder quand même des signes. Dans le livre, vous donnez quelques indicateurs. Vous dites un homme qui a des problèmes avec, qui a des problèmes de discipline, il ne respecte pas l'autorité professionnelle, par exemple, il ne respecte pas l'autorité religieuse. Ça veut dire que quelque part, il aura beaucoup de peine à être un homme rangé. C'est vrai, il y a des signes avant-coureurs. Par rapport au choix du conjoint, il y a une personne qui n'a aucun respect pour l'autorité. Parce que, comme je disais, le mariage, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Lorsqu'il y a des situations compliquées, il faudrait que cette personne aille chez un thérapeute, chez un conseiller matrimonial dans la famille, ou même un responsable religieux, quelqu'un qui pourrait éclairer, aider le couple. Mais si c'est une personne qui n'écoute personne, qui n'a d'égard pour personne, ça va être compliqué. Donc c'est l'un des signes qu'il faut, en tout cas, c'est un feu rouge. Quant au choix du conjoint, ça, c'est un feu rouge. Et parfois, on est tellement pressé de se mettre en couple ou de se marier qu'on semble oublier ces aspects-là. Alors, 6 mois, on a eu l'impression que c'était trop court pour pouvoir mieux connaître son partenaire. Est-ce qu'il y a un temps qu'on pourrait qualifier comme le temps de l'observation? Pendant combien de temps on devrait, avant de s'engager? C'est pas à déterminer ou c'est au feeling? Non, c'est pas à déterminer. Moi, je dis, il faut être proactif. Il faudrait avoir sa liste de valeurs et de critères. Les critères, ça, on peut déroger parce que les critères, on a quand même, pour choisir son conjoint, on a le choix. Si on veut qu'il ait les yeux bleus, les cheveux, je sais pas trop. Parce que les yeux bleus, c'est tellement important. Non, mais je dis ça, c'est un critère. Si les valeurs et que les critères ne vont pas, on peut marcher sur les critères, mais les valeurs, on ne déroge pas des valeurs. Et quand on n'a pas établi cette liste avant et que l'amour embarque, souvent on est plus lucide. Alors que quand on a les valeurs, dès que on rencontre la personne, on essaie de voir, d'examiner, et si ça ne correspond pas à nos valeurs, c'est même pas la peine de commencer la relation. De façon très banal. On dit souvent en Afrique que les femmes aiment les hommes mauvais. Je veux dire, les hommes avaient des caractères un peu difficiles. Et d'ailleurs, dans le livre, vous revenez dessus. Vous avez notamment eu à faire le choix entre un homme un peu trop calme, qui ne voulait pas prendre des risques parce que lui, il va en Côte d'Ivoire et il revient, avec un homme qui vous paraissait très entreprenant,
À son jeune âge, il avait déjà des responsabilités dans une société. Et donc, tout de suite, vous avez dit, ok, d'accord, c'est lui que je préfère et pas celui qui se montre beaucoup moins entreprenant. Est-ce que finalement, dans le choix des hommes, c'est-à-dire qu'il faut éviter absolument les bad boys pour vraiment utiliser ce mot-là? Il faut absolument éviter les bad boys. Mais il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et tout ça, je reviendrai toujours à l'identité. Parce qu'il faut savoir qui on est. On dit, quand on sait qui on est, on peut savoir avec qui marcher. Mais si on ne connaît même pas son identité, alors on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pas l'inverse. Donc, quand on ne connaît pas qui on est, on peut se retrouver avec un partenaire qui est vraiment à l'opposé de ce qu'on aurait voulu. Par exemple, je parlais de Cédric. Cédric n'avait pas changé. Il avait tout simplement continué à être ce qu'il était. Mais c'est moi qui me suis retrouvée au mauvais endroit. Oui. Donc, est-ce que c'est une question de temps? Non. Les fiançailles auraient pu durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça n'aurait pas changé la personne. Et en réalité, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont capables d'aller faire le toqué-porte, qui sont capables d'aller déposer une dot ici et là, après, ainsi de suite, simplement parce qu'on leur pose des conditions pour pouvoir avoir de l'intimité avec toi. Il faut que ce soit dans le cadre du mariage. Il est prêt à faire le sacrifice uniquement pour arriver à ses fins. Visiblement, c'est que qui était dans ce lot-là. Une semaine à peine de mariage et le voici qui décide d'aller vous tromper avec son ex qui était de passage, et vous le dit avec une telle légèreté. Alors quand on reçoit une nouvelle pareille, on est forcément sous le choc. Oui, mais c'est là où la dépendance affective, justement, visiblement, une personne qui accepte ce genre de situation, c'est une personne qui est dépendante affective. Parce que un dépendant affectif ou une dépendante affective, c'est une personne qui à cause de l'amour qui recherche tellement l'affection de l'autre qu'elle oublie complètement ses intérêts à elle. Elle est capable de tout donner. Moi, j'aurais pu laisser ma vie dans cette relation-là. Tout simplement parce que quand la dépendance est là, on a besoin d'être soigné. C'est une maladie, hein. Ouais. Moi, j'ai pas peur de dire. On ne veut pas divorcer, on ne veut pas partir. On se dit peut-être que la société va nous juger. Parce que quand même, en Afrique, connaissons que l'un des éléments qui est précisé, c'est que le mariage, c'est qu'il faut supporter. Et d'ailleurs, les artistes chantent ça dans leurs chansons. Il faut supporter. Que le mariage, c'est supporter. Mais supporter à quel point? Mais c'est parce que, je ne sais pas si c'est seulement en Afrique, mais dans plusieurs sociétés, on a pensé que les femmes, peut-être qui n'étaient pas mariées, avaient quelque chose de moins. Moi, aujourd'hui, en tant que célibataire, je voudrais vraiment le dire haut et fort que le célibat, ce n'est pas une tare, c'est pas un retard, c'est pas une malédiction. Le célibat, c'est tout simplement une saison de la vie, une saison de préparation où on a l'opportunité de travailler sur soi pour maintenant entrer en relation avec la personne de nos rêves. Parce que souvent, on veut se marier, mais est-ce qu'on est devenu la personne qui correspond à nos rêves? Donc, le célibat, pour moi, c'est une opportunité. Et puis, il n'y a aucun complexe à être célibataire. Moi, je suis tellement épanouie dans le célibat que je me dis, franchement, c'est juste une saison. On dit que le célibat finit par nous rendre amoureux de la liberté. Ah oui? À la longue. C'est sûr que quand ça fait plusieurs années qu'on est tout seul, on est dans son environnement, on va parler des vieux célibataires, surtout les hommes, j'entends parler des vieux célibataires. Il dit, s'il a posé son livre ici, il ne faut pas le déplacer, ainsi de suite. On a bâti un caractère, on s'est habitué à vivre tout seul. Mais tout ça aussi, on reviendra toujours à la question d'identité. Quand on sait qui on est, pourquoi on est là, on peut mieux s'aimer, et quand on s'aime, on est capable d'aimer l'autre personne. Et aimer l'autre personne, c'est lui faire aussi de la place. Tout à fait. Donc, s'aimer d'abord pour pouvoir aimer l'autre.
Je rappelle qu'il est possible de nous écouter au-delà de la fréquence 88.4 sur la plateforme Facebook. Vous tapez simplement Royal FM Espace Cameroun. Cameroun en minuscule totalement. Et puis également, c'est possible si vous avez un téléphone smartphone d'aller télécharger l'application Royal FM. Voilà, ce sont des points d'accès pour notamment avoir les émissions en continu sur la radio. Alors moi j'aimerais qu'on en vienne Madeleine Libouga, Madi si je peux vous appeler ainsi, c'est d'ailleurs le petit nom, voilà. Alors Madi, j'aimerais qu'on en vienne directement sur le thème, je vais dire le titre du livre. Mon père, mon mari semble être la conséquence de la prise de conscience selon laquelle vous avez cherché pendant longtemps en chaque homme que vous avez fréquenté le père et le mari en même temps. Mais finalement, vous avez découvert que le père, celui de confiance qui est au-dessus de même des pères qui sont terrestres, c'est le Père céleste. Parlez-nous de la rencontre. Certes, vous êtes enfant de pasteur, mais comment s'effectue, quel était le déclencheur pour revenir davantage vers le Père et l'accepter comme étant celui-là qui va combler ces manquements que vous avez traînés pendant plusieurs années? J'ai grandi à l'église et j'ai toujours entendu que Dieu est mon Père. Je l'ai peut-être dit aussi, mais tant que cette affirmation n'était pas encore passée au niveau de la révélation, je le disais, mais les actions ne suivaient pas. Donc, il a fallu que je me retrouve seule, avoir perdu l'amour de ma vie, avoir eu tellement de déboires dans la vie que je commence à crier à Dieu. Et c'est à ce moment-là que dans la recherche, bon, je me suis retrouvée, je suis retournée à l'église et donc dans la recherche, j'ai suivi une formation où on a commencé par l'identité. Je vais toujours parler de l'identité parce que ça a été le déclencheur. Donc, quand j'ai découvert qui j'étais réellement, que j'étais esprit qui possédait une âme et qui habitait dans un corps, avant de faire quoi que ce soit, je suis d'abord. Alors, quand j'ai découvert cela, et que Dieu était mon Père, parce que la partie la plus importante de moi, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Donc, quand j'ai découvert que Dieu était mon Père et que, en fait, il m'aimait et que je n'avais pas besoin de me compromettre, je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit, son amour était inconditionnel. Oui. Alors ça a été une révélation qui a bouleversé ma vie et complètement changé tout. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne suis plus à la recherche. Et puis, je sais que le mari, il est important, il a sa place. Mais je me dis, une personne qui n'est pas heureuse toute seule, qui ne se connaît pas, ne pourra même pas trouver le bonheur dans le mariage. Oui. C'est quand on est capable d'être heureux tout seul que, étant maintenant dans le terrain du mariage, un terrain qui est un terrain de partage, on pourra connaître le bonheur. Oui. Vous avez compris que c'est un père qui vous aime sans condition. Un père qui vous aime sans préalable, juste parce que c'est vous. Vous avez choisi également de suivre l'esprit et pas la chair. Parce que dans le livre, vous nous faites quand même savoir que c'est la chair qui guidait d'abord les décisions qui ont été prises, malheureusement des mauvaises décisions, que ce soit avec Cédric. Ben, il y a aussi un deuxième mariage là. Oui, vous n'avez pas cité, vous n'avez pas cité le nom. Non, j'ai pas cité le nom parce que je peux pas tout mettre dans un livre. En tout cas, on va attendre le tome 2. Il y a tome 2 et 3. Oui. Donc, on sent qu'il y a d'autres éléments qui arrivent là-bas. Absolument. Alors, il nous faut éviter de prendre des décisions par la chair. Que ce soit pour le choix d'un conjoint, pour plusieurs choix, il faut essayer d'écouter l'esprit. Absolument, parce que on n'est pas des électrons libres. Nous sommes des enfants de Dieu et il nous a pas balancé sur la terre comme ça. Il y a le Saint-Esprit qui nous guide dans les choix. Et le choix du conjoint, c'est l'un des choix les plus importants. C'est pour cela que il est vraiment important de ne pas se brader parce que le temps passe, on se retrouve avec une mauvaise personne parce qu'on a peur d'être seul. Oui. Au contraire, quand on va dans un mariage qui ne fonctionne pas, on prend du retard parce que le temps de divorcer, le temps de guérir, de se remettre en position de se marier, c'est un retard. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre et écouter l'esprit.
Et aujourd'hui, on a bien l'impression que vous semblez, non seulement vous êtes réconcilié avec d'abord le Père, avec vous-même, vous arrivez à accepter le fait que être célibataire n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, puisque vous êtes un peu comme une ambassadrice et que vous vous battez notamment pour l'épanouissement de la femme, à cette femme qui est célibataire et qui prend de l'âge, à qui on dit tu vas finir vieille fille, quel est le message qu'on lui adresse tout de suite? Ben, moi je dis à cette femme, elle est en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? Parce que réussir sa vie, c'est accomplir le but pour lequel on est venu sur la terre. Le but premier pour lequel on est sur la terre, c'est pas se marier. Le mariage, c'est pas le but pour lequel on est sur la terre. Le mariage, c'est un ingrédient qui nous permet d'accomplir le but. Parce que, par exemple, ça nous permet d'être à deux pour aller plus loin, d'avoir des enfants, d'avoir un foyer, de créer donc cette société qui cette famille. Et puis, tout le monde commence à être regardant lorsqu'on reste trop longtemps seul. Il faut éviter et fermer les yeux face à ces remarques désobligeantes. Ouais, c'est parce qu'il faut se connaître, il faut savoir qui on est et se dire que on n'a rien à prouver aux gens en fait. Celui qui est déjà approuvé par Dieu n'a rien à prouver aux hommes. Donc, on va pas se marier parce que le voisin se marie ou parce que mon ex ou l'ex ou le futur, je sais pas trop. On se marie, il faut déjà savoir pourquoi on se marie. Déjà, connaître les raisons pour lesquelles on se marie et ça nous permet donc de le faire de la bonne façon. Donc, moi, je regarder que voilà, ça va nous permettre de payer à deux les factures. C'est un soutien pour moi, l'homme. Si financièrement je m'en sors pas, peut-être elle sera d'un apport. Non, c'est pas les bonnes raisons. C'est pas les bonnes raisons parce que, écoute, on peut travailler et payer ses factures. Oui. Pas les bonnes raisons. Il faut être avec la personne parce qu'on a une même vision, on regarde vers la même direction. Absolument, il faut être avec la personne parce que le profil de la personne correspond à notre mission sur la Terre. Oui. C'est ça. Alors, je vais revenir sur cette histoire, Bobby. Vous avez rencontré lorsque vous entriez à l'université, c'était un jeune homme très déterminé. Vous avez décidé d'épouser quelqu'un d'autre, Cédric, parce que vous le trouviez à l'époque plus entreprenant, plus épanoui, plus accompli sur un certain nombre d'aspects. Vous êtes allé au Canada, vous avez épousé quelqu'un d'autre parce que ça ne donnait pas avec Cédric, il vous malmenait. Vous avez changé, vous avez aussi commencé à aller en boîte, vous détendre, devenir un peu libre à votre niveau. Et finalement, lorsque vous avez rencontré une fois de plus Bobby que vous aviez refusé avant, vous avez décidé de vous mettre ensemble à nouveau. Sauf que cette fois-là, le mariage ne va pas avoir lieu parce qu'il perdra la vie dans un crash d'avion. C'est d'ailleurs, je pense, le chapitre qui est le plus douloureux, le dernier vol. Alors, comment est-ce que on a pu remonter cette pente-là? On sait très bien que le mariage est proche, on a des projets avec quelqu'un, on doit quitter le Canada pour venir s'installer au Cameroun, mener une vie. Comment est-ce qu'on renonce? Comment est-ce qu'on accepte cette dure réalité qui s'impose à nous? C'est un chapitre de ma vie qui n'a pas été facile et je dois avouer que sans l'aide de Dieu, je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir. C'était très difficile parce que j'aimais profondément la personne et j'étais convaincue qu'avec cette personne-là, enfin, on allait réaliser tous les rêves qu'on avait depuis qu'on était adolescent. Donc, c'est comme ma vie qui s'écroulait comme un château de cartes. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu me relever. Et c'est vraiment pas autre chose que la grâce de Dieu qui m'a permis de me relever. Et ce qui est extraordinaire, donc, le fait que je suis sortie de cette tragédie, c'est que aujourd'hui, quand je pense à cette histoire, c'est tout simplement comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais ça n'a pas laissé de séquelles. Tout ce que ça m'a laissé, c'est la capacité de l'empathie, de comprendre les gens qui souffrent, la capacité de me mettre à leur place. Mais quant à moi, c'est vraiment quelque chose qui a été effacé complètement.
Et on est heureux de vous voir que vous avez retrouvé le sourire. Est-ce qu'on envisage aujourd'hui, après plusieurs tentatives, de retrouver cette fois-là Marie, qui serait peut-être aussi un père? Est-ce que ce n'est plus à l'ordre du jour finalement, après avoir fait la grande rencontre avec le Père Céleste? Après avoir fait la rencontre avec le Père Céleste, je n'ai pas renoncé à peut-être avoir un conjoint un jour, mais je suis devenue plus sélective. Et je pense que le fait d'avoir aussi découvert mon identité et avoir travaillé sur moi, j'ai pris de la valeur. Ça, c'est pas de l'orgueil, c'est une réalité. Ça vous rendra un peu beaucoup plus exigeante. Beaucoup plus exigeante. Par rapport au choix. Ouais. Et au-delà d'être un monsieur, il faudra avoir des valeurs. Voilà. Donc, comme je dis souvent, c'est comme une action à la bourse. Quand elle prend de la valeur, là, elle devient... il faut bien mettre le prix. À tous. Non, mais... Votre combat au quotidien, vous l'avez dit, c'est vraiment vous battre pour que les femmes se sentent épanouies. Au quotidien, quel type d'action vous menez? Au-delà d'écrire un livre, est-ce que vous avez un accompagnement particulier qui est exercé ou fait à l'endroit des femmes? Sur la plateforme Autrement m'a dit, je fais l'accompagnement des femmes, des hommes, je fais l'accompagnement, je fais le suivi. Et je suis aussi responsable d'une église, donc je reçois souvent les personnes pour les soins pastoraux. J'essaie vraiment de faire profiter cette expérience-là avec le spirituel et puis les formations, parce que j'ai fait une formation aussi dans ce domaine pour amener les personnes à se découvrir et à réaliser leurs rêves pour que la vraie version puisse se manifester. Autrement m'a dit, c'est également un site internet Autrement m'a dit, c'est une plateforme. Bon, j'ai un site internet, bien entendu. Donc, les gens me contactent par courriel. Et puis, quand ils ont besoin des soins, je fais les suivis. D'accord. Vous êtes à l'écoute de tout le monde? Oui, je suis à l'écoute de tout le monde. Parce que vous savez, on a souvent l'impression que la dépendance affective, c'est les femmes. C'est pas que les femmes. Il y a aussi les hommes. Plus de suivi hommes que de femmes. D'accord. Je vous assure. Il faut éviter d'être dépendant affectif. Mais c'est pas toujours facile, hein. On peut rencontrer quelqu'un et puis on se dit, ok, d'accord, il va remplacer soit la mère, soit le père. On s'attache, on espère beaucoup de la personne et puis finalement, elle peut vous décevoir. En fait, quand on tombe sur une personne qui a des bonnes valeurs, on peut ne même pas se rendre compte qu'on est dépendant affectif. Mais c'est l'autre personne qui va payer. Parce que le dépendant affectif, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait par même l'amour qu'on peut lui donner. Son âme est comme un panier percé. On dépose l'amour, ça fuit tout le temps. Même dans les relations d'amitié, vous avez peut-être le genre d'amis... ils sont contents quand vous êtes là. Le jour où vous n'êtes pas là, vous n'avez pas appelé, c'est comme si vous n'avez jamais rien fait. Ils vous appellent, Marcel. C'est ça. Donc, dépendance affective, c'est pas seulement au niveau des relations amoureuses, c'est à tous les niveaux. Donc, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice comme je le peux à travers Autrement m'a dit. Je dois avouer que le livre est disponible sur les différentes plateformes numériques. Je pense sur Amazon. Sur Amazon, il est possible de l'avoir là-bas. Vous êtes encore au Cameroun pendant quelques temps. Est-ce qu'on a envisagé une dédicace, un moment d'échange avec le grand public? Ou pour le moment, Absolument. On aura avec le point littéraire, on va avoir une séance de dédicace. D'accord. Oui. Ce serait intéressant d'échanger sur des sujets qui sont considérés vraiment comme tabous. Absolument. Très peu de personnes en parlent. Alors que ce sont beaucoup de malades, on joue le fier, soit on est dépendant affectif. On voit le nombre de féminicides au Cameroun. Depuis quelques mois, on constate qu'il y a un réel problème et peut-être qu'il faut entretenir les uns et les autres. Peut-être un dernier mot parce que malheureusement l'émission est terminée. Un dernier mot, ça peut être à l'égard des femmes, ça dépend de vous, ça peut être... Et peut-être, je donne aussi une piste, votre dédicace, vous avez bénéficié de l'accompagnement de beaucoup d'hommes de Dieu, quand même, que vous citez à l'intérieur. Oui, absolument. Donc, j'ai été accompagnée par le docteur Hortense Karambiri qui a préfacé le livre et puis, bien entendu, à Impact Centre Chrétien,
l'apôtre Ivan Castanou avec la formation PCNC. C'est vraiment... Je regarde souvent ces vidéos sur Internet. C'est vraiment avec tout le staff pastoral, on est très bien encadré. C'est un endroit où on bâtit, on construit les hommes. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis la preuve que ça fonctionne. C'est pas une fatalité. On peut sortir de la dépendance affective. C'est avec ces mots qu'on va se séparer. Madi, merci d'être passé à la radio et merci surtout d'avoir échangé avec nous et partagé ces moments avec nos auditeurs. Merci pour l'invitation. Au moment où on dit au revoir à Madeleine Libouga, l'invité de cet après-midi, on souligne que Ulrich Kemoui est à la mise en onde et d'ailleurs il va rester à son poste pour la prochaine émission. Au niveau de la caméra, Brian Bida, coordination éditoriale, et Bella Samari, coordination centrale, Jean-Patient Tsala, supervision générale, le reverend pasteur Bissay Emmanuel Noël. Jean-Jacques Foucault, c'est mon nom. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans le cadre du point littéraire lundi prochain, exactement à 15h, à la découverte d'un autre livre. Pour la suite, c'est Diplomatie en mode majeur. J'aurais pu dire Jean-Patient Tsala, c'est mon nom aussi. Oui, Jean-Patient Tsala remplace Jean-Jacques Foucault pour Diplomatie en mode